Sénégalaise, le directeur général de Petrosen revient sur l'importance de ces deux navires. 60% de la production de pommes de terre est produite par la ferme Swami Agri de Mbane à Saint-Louis. Plusieurs variétés de semences sont également cultivées sur place pour réduire la subvention allouée par l'État. Le directeur de l'horticulture était en visite sur le site. Et dans le journal des régions, nous irons à la découverte du village des Tortues, situé dans la zone des Niayes à 35 km de Dakar, un sanctuaire dédié à la préservation de ces créatures majestueuses dont certaines peuvent vivre jusqu'à 100 ans et peser 100 kg. Bienvenue à tous. Tout d'abord, je vous fais lecture de ce communiqué de la présidence de la République. Par décision numéro 1C 2024, en date du 15 février 2024, le Conseil constitutionnel a notamment décidé que la loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution, adoptée sous le numéro 4 2024 par l'Assemblée nationale en sa séance du 5 février 2024, est contraire à la Constitution et que le décret numéro 2024-106 du 3 février 2024 pris sur le fondement de la proposition de loi notifiée au président de la République manque de base légale. Dans la même décision, le Conseil, constatant l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue, invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais. Le président de la République a pris acte de cette décision qui s'inscrit dans le cadre des mécanismes juridictionnels normaux de la démocratie et de l'état de droit tels que consacrés par la Constitution sénégalaise. Le président de la République entend faire pleinement exécuter la décision du Conseil constitutionnel. À cet effet, le chef de l'État mènera sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais faits à Dakar le 16 février 2024. Soutien massif au secteur privé. Le gouvernement déroule une vision ambitieuse pour dynamiser l'activité économique avec 103 milliards de francs CFA en renonciation de recettes et une série de réformes audacieuses. Au cœur de cette stratégie, une nouvelle orientation pour la gestion portuaire promettant de renforcer la compétitivité du secteur privé. Je vous propose de suivre les explications des ministres des Finances et de l'Économie. Il y a eu des renonciations de recettes fiscales et douanières importantes. J'en veux pour preuve, uniquement pour l'année 2023, ce n'est pas moins de 103 milliards de renonciations de recettes. Premier point. Deuxième point, on se soucie de l'entreprise. Si le taux de pression fiscale en 2023 a été de 18,3%, normalement, en 2024, l'objectif était d'atteindre les 20%. Mais nous l'avons limité à 19,4%. Ce qui veut dire que certaines préoccupations du secteur privé ont été valablement prises en compte, en ce sens qu'on a beaucoup plus privilégié l'extension et l'élargissement de l'assiette. Et que pour 2024, en termes de mesures, quasiment, si j'énumère les 3 mesures qui dictent la politique fiscale en 2024, on verra quasiment qu'à part la TVA sur les prestations de services numériques, il n'y a pas une nouvelle taxation. Et je voudrais rassurer le secteur privé que ces priorités ont été intégrées déjà dans les réformes à mettre en œuvre dans le PAP 3 2024-2028. C'est d'abord l'accès au marché public. Nous avions identifié un certain nombre de réformes à réaliser qui sont contenues dans le PAP 3 et également dans votre projet. C'est la loi sur le contenu local qu'il fallait élargir. Donc c'est introduit dans le projet. Les réformes également qui devaient accompagner la loi PPP, notamment l'allotissement des marchés publics. Et je voudrais finir par un certain nombre, par 2 réformes qui avaient été identifiées. J'ai entendu un peu les préoccupations du secteur privé. C'est l'opérationnalisation de la stratégie nationale portuaire
qui est un enjeu majeur parce que ça concerne pratiquement tous les acteurs économiques, mais également, vous l'avez rappelé, la création d'une autorité de régulation portuaire qui doit venir parachever, Monsieur le Premier ministre, la stratégie nationale portuaire. L'actualité, c'est également l'arrivée à la frontière maritime de la Mauritanie et du Sénégal de l'unité flottante de gaz naturel liquéfié du projet Grand Tortue Amib pour l'exploitation du gaz naturel liquéfié avec une production prévue de 2,3 millions de tonnes de GNL par an. Le projet GTA mené par BP et ses partenaires s'annonce comme un levier majeur pour l'économie régionale, promettant de transformer la Mauritanie et le Sénégal en acteur clé du marché mondial du GNL sur les 2 prochaines décennies. Et l'arrivée des 2 navires marque un tournant décisif dans le démarrage de l'exploitation du pétrole et du gaz. Le directeur général de Petrosen, Thierno Seydouly, était l'invité du 20h d'hier. Il est revenu largement sur l'importance de ces 2 navires, mais également sur le niveau des travaux. Nous avons ces 2 gigantesques navires qui sont arrivés cette semaine et la semaine dernière au niveau des eaux sénégalaises et mauritaniennes. Cela consacre l'aboutissement, on va dire, de travail acharné depuis plusieurs années. Et surtout, cela montre justement, c'est le résultat concret d'importants investissements qui ont été réalisés. Chacun de ces projets a nécessité presque plus de 5 milliards de dollars américains, c'est environ 3 000 milliards de francs CFA. Donc l'arrivée de ces 2 navires marque vraiment le début de la préparation à l'exploitation très prochaine du pétrole et du gaz. Et ces 2 navires intègrent des technologies de pointe. Quel est le rôle précis dans le processus de production et comment le Sénégal s'est-il préparé techniquement et logistiquement pour les accueillir, M. Ly? Ces 2 navires, on va dire, représentent le cœur justement de ces projets pétroliers et gaziers. Si on prend les FPSO, donc les FPSO, c'est l'unité flottante de traitement, de production et de stockage. Son rôle principal, c'est une fois que les effluents sont collectés au niveau des puits, acheminés au niveau de ce navire FPSO. Donc quand on produit le pétrole, il est toujours accompagné avec du gaz et de l'eau. Donc la fonction du FPSO, c'est de faire la séparation entre le pétrole, le gaz et l'eau. Donc le pétrole, qui est l'effluent qui est le principal sur le projet Sangomar, est traité aux spécifications, on va dire, commerciales, parce qu'il y a besoin d'avoir des spécifications pour pouvoir commercialiser ce pétrole. Et une fois que c'est traité par les FPSO, il est stocké à bord. Plus tard, lorsque nous aurons des quantités importantes, des pétroliers vont accoster pour justement qu'on décharge cela. Une partie servira pour le marché local à travers la Société africaine de raffinage. L'autre partie sera commercialisée au niveau international. L'eau qui accompagne cette production est traitée également pour enlever toutes les impuretés, enlever, on va dire, toutes les traces d'hydrocarbures avant de la rejeter en mer. Ceci dans le but de préserver la nature, donc la nature et l'environnement. Donc c'est au cœur de l'exploitation. Et le gaz, au début, il n'y aura pas suffisamment pour monétiser ça. Donc dans un premier temps, ce gaz sera réinjecté et donc c'est grâce à ce FPSO, ce gaz sera séché puis réinjecté dans le gisement. Donc c'est au niveau de ces FPSO également qu'on aura tous les techniciens, les ingénieurs qui vont habiter sur site 24 heures sur 24 et qui vont se relayer tous les 28 jours pour assurer l'exploitation. Donc c'est dire le rôle central que le FPSO a dans ce projet. L'autre navire, c'est le FLNG, donc c'est l'unité flottante de liquéfaction du gaz. Comme vous le savez, on a d'importantes réserves de gaz. Tout ne pourra pas être consommé au niveau local, ni en Mauritanie, ni au Sénégal. Donc une partie sera exportée. Donc le rôle de ce navire sera de transformer le gaz en liquide afin de pouvoir l'exporter pour le commercialiser, que ce soit en Europe ou en Asie ou vers d'autres marchés. Donc c'est pour faciliter le transport de ce gaz qu'il sera liquéfié et donc c'est ce navire qui aura cette fonction de transformer ce gaz, donc le refroidir jusqu'à presque moins 160 degrés afin d'avoir une phase liquide pour pouvoir le transporter et le commercialiser au niveau international. Et avec ces 2 projets d'envergure, le FNLG devrait sortir entre 100 000 et 125 000 barils de pétrole par jour et le projet GTA
devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Pouvez-vous nous préciser les échéances du début de projection, du début, bien évidemment, de production pour chacun des deux projets? Donc, si on prend le projet Sangomar où le FPSO Léopold Sédar Senghor, justement, est partie prenante, et en tout cas partie intégrante de ce projet, il faut savoir que ce projet, on a pris la décision finale d'investissement depuis janvier 2020. Donc, depuis maintenant plus de 4 ans, on travaille pour délivrer ce projet. Donc, ce projet a été divisé en 3 composantes. Il y a d'abord le forage des puits. Donc, il fallait à peu près une vingtaine de puits, 23 plus précisément. Ces 23 puits ont été déjà forés et une bonne dizaine a été déjà complétée. Donc, sur ce côté, ça avance très bien. L'autre composante, c'est les installations sous-marines. Donc, une fois que le puits sort le pétrole et le gaz, ces effluents doivent être acheminés au niveau du FPSO. Donc, il y a nécessité de poser justement des tuyaux, des pipes pour acheminer ces effluents. Donc, la pose des pipes est en cours, c'est presque terminé, on est à presque plus de 97%. Et la dernière composante, c'était le FPSO qui vient d'arriver. Donc, chacune de ces composantes a été testée de façon séparée. Aujourd'hui, nous allons commencer le travail de connexion de ces différentes composantes. Et ensuite, une fois que ce travail est terminé, on va maintenant tester l'ensemble. Et donc, si tout se passe bien, on espère qu'au niveau de ce projet Sangomar, que le premier baril, nous l'aurons entre le mois de mai de cette année et le mois de juillet. Donc, au plus tôt au mois de mai et au plus tard mois de juillet de cette année. Pour ce qui est de l'autre projet, le projet GTA, donc, qui est un peu plus complexe parce que c'est un champ gazier, ce projet a été subdivisé en 5 composantes. De la même manière que sur Sangomar, donc, il y a nécessité de forer des puits. Donc, il y a 4 puits qui ont été forés, qui sont nécessaires pour le début de la production. Idem, il y a des installations sous-marines qui sont en train d'être mises en place par des navires justement de très haute technologie. Ensuite, les FPSO, peut-être qu'on y reviendra plus tard, dont la construction est terminée actuellement en cours de réparation en Espagne. Et il y a le hub terminal, donc les caissons qui étaient en construction au niveau du port de Dakar, qui sont terminés, installés. Donc ce travail a été acheminé et complété à 100%. Et enfin, le FLNG qui vient d'arriver. Donc une fois que le FPSO est arrivé, l'ensemble de ces composantes seront connectées. Et là aussi, on espère au cours du 3e trimestre de cette année de voir également le premier mètre cube de gaz sortir de ce projet Grand Tortue. Voilà, Thierno Seydouli, directeur général de Petrosen, qui est revenu sur le rôle du FLNG et du FPSO dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Et puis cette nouvelle étape dans le partenariat entre la Sénélec et l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal à travers un protocole d'accord, l'Académie bénéficiera gratuitement de locaux ultramodernes de 1200 mètres carrés nichés dans un immeuble de 20 étages en plein cœur de Dakar. Et c'est Amadou Diallo qui nous en parle. Une doléance de plus de 25 ans vient ainsi d'être satisfaite. L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal obtient à travers cette signature de protocole d'accord avec la Sénélec la construction et l'aménagement de nouveaux locaux. Un siège de 1200 mètres carrés équipé à 100% par la Sénélec. Nous sommes très confiants que cette ouverture d'esprit est le présage et le prélude d'une collaboration fructueuse logée dans une atmosphère de confiance. Nous vous renouvelons notre entière disponibilité à travailler à vos côtés pour la mise en œuvre complète du projet de construction et d'aménagement des locaux de l'Académie. La Sénélec a agi avec célérité après les instructions du chef de l'État visant à mettre à la disposition de l'Académie un siège neuf et fonctionnel. Suivant les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a été convenu d'octroyer à l'immeuble à l'Académie des sciences, avec droit immobilier réel, à titre gracieux et sans contrainte financière, les 2 niveaux d'étage du bloc C de 600 mètres carrés chacun, soit une surface totale de 1200 mètres carrés, et j'y insiste, 1200 mètres carrés qui seront également équipés par Sénélec
pour vous permettre de fonctionner dès que vous en prenez possession. Entre la Sénélec et l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, c'est une alliance hors du commun au service de la nation. La convergence, la collaboration est un élément déterminant pour que nos forces soient mises en commun, surtout lorsqu'elles sont complémentaires, pour pouvoir œuvrer vers la direction, vers le cap de l'émergence et du développement. Nous sommes convaincus qu'avec ce projet, nous pourrons davantage renforcer notre capacité opérationnelle pour que nous contribuions conséquemment à la génération de connaissances et de technologies qui vont permettre de contribuer à une transformation positive et durable de la société sénégalaise. La Sénélec noue ainsi des relations fécondes avec une institution creusée du savoir. Le nouveau siège de l'Académie va être niché dans un immeuble de 20 étages sur une surface bâtie de 27 300 mètres carrés. Programme d'appui au développement économique et social du Sénégal, le comité de pilotage tire un bilan satisfaisant de ses activités à Dakar, Kaolack et Sédhiou avec la livraison d'infrastructures vitales dans les secteurs de la santé, de l'éducation et l'octroi de bourses de financement à 8000 bénéficiaires. Anaïs Nyanyomane-Badiane. Dans sa croisade contre la pauvreté, l'exclusion sociale et toute forme de vulnérabilité, l'État du Sénégal a initié le programme d'appui au développement économique et social. Le PADES a engagé la stratégie de financement à travers l'octroi d'actifs économiques, de construction et d'équipement d'infrastructures sociales. Dakar, Sédhiou et Kaolack sont les régions ciblées. Il s'agit donc là d'apporter des financements sous forme de bourses économiques à plus de 8000 bénéficiaires pour presque plus de 800 millions de francs CFA. Mais également les TPE, les très petites entreprises et les PME dirigées par des femmes et des hommes dans ces régions-là aussi n'ont pas été en reste parce que le programme PADES a mis à leur disposition des financements importants de près de plus de 60 et quelques millions qui bénéficient à 142 projets. Financé par la coopération italienne au développement, le PADES se veut un programme juste et équitable. Les ressources qu'on a mis à disposition elles sont très bien utilisées, que les rapports qu'on a réussi à établir sont des rapports vraiment forts, concrets, basés sur le respect réciproque. Et ça, c'est un aspect, je pense, le plus important dans la réalisation d'un programme. Dans ce bilan-là, le PADES a déjà mené des actions substantielles en direction des groupes vulnérables au Sénégal, dans les régions de Sédhiou, Kaolack et Dakar. Et à cela s'ajoutent aussi toutes les infrastructures et services sociaux de base que le PADES déploie dans ces régions en termes de centres d'éveil, en termes de postes de santé, en termes de maisons de la femme, et j'en passe. Donc c'est un important programme qui permet aujourd'hui de faire du Sénégal pour tous et du Sénégal par tous une véritable réalité. Parce que le programme combat l'exclusion, combat la vulnérabilité, combat la pauvreté. Le comité de pilotage du programme d'appui au développement économique et social du Sénégal envisage de finaliser toutes les infrastructures restantes et de poursuivre la dynamique de financement au profit des couches vulnérables. Les fidèles chrétiens du Sénégal ont marqué le premier vendredi du carême par la célébration du chemin de croix, occasion de revivre la passion du Christ. L'abbé Olympé Badji, curé de la paroisse Sacré-Cœur, invite les fidèles à être au cœur de la méditation et de la pénitence tout en suivant les orientations de la lettre pastorale 2024. Salut Seg. Chapelle Saint-Laurent, il est 12h30. En ce jour du premier vendredi de carême, les fidèles catholiques convergent vers ce lieu pour vivre la passion du Christ, moment de réflexion et de pénitence. Ce moment représente beaucoup de choses. Nous sommes en temps de carême, donc c'est un temps aussi pour nous de revisiter ce que notre Seigneur Jésus-Christ a pu vivre. En étant venu, il s'est fait homme, il a vécu parmi nous. Donc prenons sur lui les conditions du péché pour libérer toute la race humaine. Donc nous sommes là pour actualiser cet événement, le chemin de croix, parcourir ce qu'il a pu
endurer pour tout simplement sauver la race humaine. Cet acte de dévotion vécu à travers les 4 stations est un pèlerinage spirituel pour ces centaines de fidèles chrétiens. Dans son homélie, l'abbé Olympe Badji les exhorte à communier intensément par les prières aux souffrances du Christ et respecter les recommandations de la lettre pastorale 2024. Le contenu du décalogue est un appel vigoureux à la liberté, explique le Saint-Père dans son message. Le carême, rappelle-t-il, est un temps de grâce, durant lequel le désert redevient, comme l'annonce le prophète Osée, le lieu du premier amour. L'exode de l'esclavage vers la liberté est donc une démarche qu'il faut rendre concrète. Pour cela, le souverain pontife explique la nécessité de voir la réalité tel le Seigneur qui a su voir les misères du peuple en Égypte. Un chemin vers la réalité, mais un chemin qui passe par des interrogations. Pendant 40 jours, les chrétiens vont emprunter tous les vendredis le chemin parcouru par le Christ avant sa crucifixion, un cheminement rappelé par l'Église à travers des messages de paix et de justice sociale. Et nous lui demandons en ce temps de carême qu'il nous convertisse tous, qu'il convertisse nos regards, qu'il convertisse nos gestes, qu'il convertisse tout notre être, pour qu'ensemble, nous puissions continuer de bâtir un Sénégal de justice, d'amour et de paix. Ce premier chemin de croix a été pour les fidèles un grand moment de recueillement. Des prières ont été formulées pour la paix dans notre pays. Gouvernement du Sénégal 1957-2023, c'est le titre du nouvel ouvrage de Samba Mangane. L'auteur retrace le parcours historique du pouvoir exécutif sénégalais. Le livre offre un voyage à travers le temps, célébrant les figures emblématiques qui ont façonné l'histoire politique du pays. La cérémonie de dédicace s'est tenue en présence de notre reporter Oumka Somsal. Au gouvernement du Sénégal 1957-2023, les hommes et les femmes du pouvoir exécutif. Ce nouvel ouvrage est du journaliste diplomate Samba Mangane, plus de 500 pages qui retracent des pans importants de l'histoire politique de notre pays, de la fin de l'époque coloniale à nos jours. L'auteur, à travers photos et biographies réparties sur plus de 529 pages, nous plonge au cœur de l'administration sénégalaise. Il ouvre ainsi aux lecteurs les portes de l'univers de ces grands commis de l'État et celles de ces centres de décision où se conçoit l'exercice des pouvoirs publics dans notre pays. Des noms, des images de ceux-là qui ont fait de Paris desservir le Sénégal et qui ont marqué leur passage dans les différents gouvernements qui se sont succédés de 1957 à 2023. On y apprend le Sénégal d'aujourd'hui, d'hier, avec ses hommes et ses femmes, les avancées du rôle des femmes dans les plus hautes sphères de décision, l'évolution des intitulés des postes ministériels en fonction de la conjoncture économique et des préoccupations des Sénégalais. Tout cela transparaît dans cet ouvrage. Et ces hommes et femmes qui ont tout donné à ce pays sont inconnus, certains pour certains, ou méconnus de la jeune génération et de la majorité des Sénégalais. Alors, je crois qu'il faut d'abord les immortaliser, ensuite leur rendre hommage pour tout ce qu'ils ont fait pour notre cher Sénégal. Le parcours de 441 membres du pouvoir exécutif illustré par des photos, résultat de recherches très fouillées qui ont duré plus de 2 ans. Il fallait revisiter tout cela, faire des recherches, retrouver les décrets de nomination, ce qui n'était pas facile du tout. Mais le bon Dieu nous a aidés, nous sommes parvenus quand même à trouver l'essentiel de ces archives et c'est ce qui nous a permis de faire cet ouvrage, surtout grâce à la collaboration des intéressés, de leurs familles, de leurs collaborateurs, de leurs proches et surtout de la presse. C'est un travail très difficile. La préface est du Premier ministre Amadou Ba. Le Premier ministre vous remercie pour l'honneur et le privilège que vous lui avez fait en lui confiant la rédaction de la préface de votre ouvrage. Cet ouvrage que j'ai eu le privilège de parcourir avant ce jour est le fruit d'un investissement personnel, sans nul autre pareil, d'une rigueur scientifique inflexible et d'une passion débordante propre aux chercheurs avides de savoir.
Cette cérémonie de dédicace a été un moment fort d'hommage à ses débuts d'instituteur dans son Linguère natal, à son passage à la RTS comme journaliste, jusqu'aux fonctions de diplomate. Samba Mangane a marqué tous ceux qui l'ont côtoyé. Il a toujours fait preuve de générosité et surtout de professionnalisme. Gouvernement du Sénégal 1957-2023, c'est le titre du nouveau livre de Samba Mangane. Et nous en venons à présent au journal des régions. Et pour démarrer cette deuxième partie, direction Thiès, la capitale du rail, où le nouveau contingent de 170 policiers dirigé par le commissaire Hadifal s'apprête à déployer ses forces en République démocratique du Congo pour restaurer l'ordre au cœur d'une région tourmentée par des violences. Cette brigade symbolise tout simplement un espoir de stabilité pour les populations locales, nous dit Fatima Tabanelba. Ils sont 170 policiers prêts à contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire dans cette zone reste précaire et imprévisible. Elle est aussi marquée par une recrudescence des violences commises par des groupes armés, souvent non identifiés. Et face à cette situation, ce contingent a bénéficié d'une bonne formation tactique et opérationnelle pour garantir le succès de la mission. La particularité de ce contingent réside sur le fait qu'il est composé pour la première fois de l'histoire des unités de police constituées FPU de 170 fonctionnaires au lieu de 140 habituellement déployés, avec 141 hommes et 29 femmes répartis en 4 sections, dont 3 opérationnelles, une spécialisée dans les opérations à haut risque, en sus d'une équipe de commandement. Il sera projeté à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, au lieu de Béni qui était jusque-là sa base. Cette unité constituera la deuxième FPU aux côtés de celle de la Gendarmerie nationale du Sénégal. Cette unité, commandée par le commissaire de police Hadifal, devra faire preuve de vigilance et d'ingéniosité dans l'appréciation de la situation afin d'anticiper sur les mesures nécessaires pour y faire face. Nous avons bénéficié de toute la formation requise pour accomplir notre mission. Donc la formation a commencé d'abord au niveau de la police nationale, à savoir l'école de police, qui est devenue une académie de police. Par la suite, quand on a été désigné pour participer à la mission, nous avons bénéficié d'une autre formation qui répond aux exigences de l'ONU, surtout en matière de maintien de l'ordre. Donc une fois sur place également, nous avons des missions. Nous avons plusieurs missions, mais les missions phares sont la protection des civils, l'appui aux forces qui sont locales et d'autres également, la réintégration, la démobilisation des combattants. Durant cette cérémonie, l'engagement et le professionnalisme de la police nationale sénégalaise ont été magnifiés. Notre police a brillamment participé à des missions de maintien de la paix. Ainsi, en recevant le drapeau national, le contingent de la CNFPU 3, MONUSCO 4, fait le serment de perpétuer un pacte avec la nation, celui d'un engagement citoyen et patriotique pour une contribution exemplaire et dynamique du Sénégal dans la recherche d'une paix durable dans ce pays de l'Afrique centrale. Dans le nord du pays, la ferme de Swami Agri, située à Mbane, dans la région de Saint-Louis, produit à elle seule près de 60% de la demande du marché national. Plusieurs variétés de semences sont également cultivées pour renforcer le capital semencier et réduire le montant de la subvention allouée par l'État. Le directeur de l'horticulture était en visite sur le site. Objectif, constater de visu la production de pommes de terre à Saint-Louis. La correspondance d'Abdouad. La pomme de terre, une denrée très utilisée dans nos différents menus. Les Sénégalais consomment en moyenne 100 000 tonnes chaque année. Près de 60% de la production proviennent des terres de Mbane dans la région de Saint-Louis. Un travail réalisé par un acteur clé de la filière, Swami Agri. Le directeur de l'horticulture a visité la ferme, l'occasion pour lui de faire le point sur la production de pommes de terre. On est tout à fait rassuré par rapport à l'atteinte des objectifs qui étaient fixés cette année, fixés dans la stratégie de souveraineté alimentaire qui a été élaborée pour la période 2024-2028. Donc ça, c'est un élément d'information que nous avons eu en visitant
le site. Selon les prévisions de cette année, la production de la ferme va atteindre 100 000 tonnes, dont 85 000 destinées à la consommation. La grosse difficulté des producteurs reste la conservation. Les pertes post-récolte sont estimées à 30% dans la zone des Niayes. Dans cette ferme, elle avoisine les 6%. Swami Agri dispose de 7 chambres froides pouvant stocker jusqu'à 11 000 tonnes. La pomme de terre exige de bonnes conditions de conservation à des températures comprises entre 6 et 8 degrés Celsius. Vous savez que cette production ne peut pas être consommée en même temps. Je vous ai dit que la consommation est de 10 000 tonnes par mois. Ils avaient 7 chambres froides, dont une à Diamniadio. Ils sont en train d'en construire une 8e. Donc, on est également rassuré pour la conservation, pour le cas de la pomme de terre. Swami Agri produit 14 000 tonnes de semences locales, dont 5 000 sont destinées à la zone des Niayes. Ils peuvent produire ici des semences, les mettre à leur disposition, leur donner de l'engrais, mais aussi préfinancer leur campagne et racheter la production. Ils peuvent signer des contrats de production de semences avec les petits producteurs, avec des parcelles semencières, où des producteurs ne feront pas de la pomme de terre de consommation, mais ils ne feront que des semences. La pomme de terre est une spéculation cultivée au Sénégal depuis très longtemps, mais il faut le dire que nous sommes dépendants, aussi bien au niveau de la production de semences, mais aussi dépendants au niveau de la consommation. Ce que nous avons vu ici nous vraiment donne espoir que demain le Sénégal peut être autonome en termes de production semencière, mais aussi en termes de pommes de terre de consommation. La subvention de l'État sur les semences s'élève à près de 14 milliards de francs CFA. Le développement de la filière semencière va réduire significativement cette enveloppe. C'est une fuite de devises. Ça contribue à déséquilibrer notre balance commerciale, mais surtout, ça expose la filière ici au Sénégal. Parce qu'on a vu la Covid. La Covid est arrivée un 2 mars 2020 au Sénégal. Mais il suffisait qu'elle arrive un 2 octobre 2019 pour qu'on n'ait pas de pommes de terre, de campagne de pommes de terre du tout. Nous gagnons avec cette production de semences locales à plusieurs points de vue. Au niveau de la subvention, le gain peut être orienté vers les autres investissements de base comme l'éducation, la santé. Et entre autres, nous assurer la sécurité. Dans le cadre de la constitution du capital semencier, 6 variétés de pommes de terre sont déjà homologuées. 8 autres sont soumises à des tests. Place à présent à la rubrique découverte. Elle nous mène au cœur de la zone des Niayes, à 35 km de Dakar. Sur place se cache un sanctuaire, pas comme les autres, le village des Tortues, un oasis dédié à la préservation des créatures majestueuses portant les noms illustres de Nelson Mandela, Bill Clinton, Sénégal ou Kenya. Ces tortues, certaines pouvant vivre plus de 100 ans et peser jusqu'à 100 kg, trouvent refuge dans ce complexe botanique unique. Mansour Dieng et Mariam Biramba vous invitent à découvrir ce joyau de la biodiversité. À l'ombre des arbres appelés Khewar ou Afania sénégalensis, les tortues se prélassent. À l'image de Nelson Mandela, 110 ans, ou Bill Clinton, 86 ans, ces animaux trouvent dans cet endroit boisé et spacieux des conditions favorables pour leur préservation. On a la plus grosse tortue qu'on appelle la tortue sulcata. C'est la plus grosse tortue de l'Afrique de l'Ouest. C'est une tortue qui peut peser au maximum 100 kg et qui peut vivre jusqu'à 150 ans. Sur une superficie de plus de 2 hectares, des enclos sont aménagés avec de l'eau et de la nourriture adaptée. Ici, les tétrapodes font l'objet d'une attention particulière de la part des conservateurs du site. Donc c'est une tortue herbivore. Comme là, vous le voyez, en ce moment-là, elle est en train de manger de la paille d'arachide. Donc des fois, on change leur alimentation. Souvent, on peut donner des feuilles de chou, des pastèques ou d'autres légumes ou fruits. Chaque année, elles peuvent avoir à partir de 13 jusqu'à 30 œufs. Mais sur les 30 œufs, il y en a seulement que les 40% qui peuvent survivre dans le milieu naturel. Parce qu'il y en a les prédateurs, comme genre les varans. Mais comme là, au village des tortues, on a une écloserie pour garder les œufs des tortues et aussi pour éviter les prédateurs de manger les œufs des tortues. Donc là-bas, on peut avoir plus de 60% de survie. Les tortues sont réputées avoir une longue vie.
Comment détermine-t-on leur âge? Et donc, au niveau de l'écaille, là, on a des sillons. Donc, chaque sillon, ça compte 1 an de croissance et les sillons sont superposés jusqu'au milieu. Donc, ça nous permet de compter l'âge de la tortue. On voit que les mâles ont des fourches jugulaires plus développées que la femelle. Et là, on voit que les mâles aussi ont des plastrons qui sont creux, concaves, parce que ça facilite l'accoulement. Les mâles sont plus grosses que les femelles. Donc, elles peuvent aller jusqu'à 100 kg par rapport aux femelles qui peuvent aller jusqu'à 60 kg. Donc, comme là, vous voyez, les femelles aussi ont des fourches jugulaires moins développées que les mâles. On voit qu'aussi, leurs poissons sont plats et ne dépassent pas 60 kg, donc maximum 70 kg. Dans cette réserve, on a une tortue étrangère, comme la tortue léopard. C'est une tortue qui vient de Kenya et Éthiopie. Parce que sa carapace, ça ressemble comme la peau du léopard. Situé dans le département de Sangalkam, au cœur de la réserve botanique de Noflay, le village comprend 8 sortes de tortues. Elles sont réparties en 3 catégories, tortues d'eau douce, terrestres et amphibiennes. Cette diversité accueille des milliers de visiteurs. Avant, on se retrouvait plus de 17 000 visiteurs par an à cause du Covid. Donc, on se retrouve plus de 10 000 visiteurs par an. Marie et ses amis sont en vacances à Sali. Depuis la France, la visite au village des tortues était inscrite dans leur agenda. Il y a beaucoup de tortues, elles ont l'air bien protégées, tant mieux, parce qu'il en manque dans le monde, des tortues. Et je trouve que c'est bien ce concept-là. Abdoulaye Sek, lui, dirige une ONG œuvrant dans l'environnement à Bambilor. Pour la première fois, il met les pieds dans cet espace. Une grande découverte. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas l'habitude de voir des tortues. Aujourd'hui, je me suis rapproché d'elles au plus près. J'en ai beaucoup appris et certaines viennent même de la France. Cette visite a été très agréable pour moi. Dans le fonctionnement de ce refuge, une association apporte son soutien avec comme objectif veiller à la protection et au repeuplement des tortues dans leur habitat naturel. On travaille aussi avec les services de l'État à travers les eaux et forêts, les parcs nationaux. Parce que là, on va ramener les tortues, donc c'est déjà leur habitat naturel, mais c'est dans le Ferlo. On a eu des étudiants de l'université de Bambey, de Saint-Louis, donc même de Dakar, parce que l'inventaire aussi touristique a été fait par les étudiants de Dakar. Mais on reçoit aussi des stagiaires qui viennent dans le cadre de leurs études, avec des thématiques. Il y a aussi des bénévoles qui viennent aussi pour donner un coup de main. On a passé principalement du temps à faire des échanges, du coup, savoir comment est-ce qu'eux travaillaient avec les tortues et comment est-ce que nous, on travaillait avec les tortues en France. Parce que j'ai fait beaucoup de formations en France, donc ça permet de pouvoir échanger à ce sujet au niveau maladie, au niveau santé, au niveau parc. Beaucoup d'espèces en France, c'est par rapport à beaucoup d'abandons. Ici, ils font plus sauvegarde, élevage pour pouvoir relâcher en milieu extérieur. En France, c'est plus un refuge parce qu'il y a beaucoup d'animaux abandonnés, beaucoup de saisies et beaucoup de maltraitance. Au terme de cette visite, les tortues nous sont devenues plus familières. Elles se dévoilent de par leur calme et leur patience. Selon certains, elles symbolisent le bonheur et la longévité, d'où leur nom en wolof, Monat.